Hello, hello, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce dimanche du cloud. Je suis absolument ravi d'être là encore une fois aujourd'hui et vous êtes de plus en plus nombreux à venir à ces dimanches. En plus, c'est le soir, donc on se disait au début, ouais, il ne va pas y avoir beaucoup de monde, mais vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, c'est génial. On va avoir un épisode super intéressant. On va parler de data et c'est à 3 semaines de la journée du cloud. Et justement, je vais d'abord parler de la journée du cloud, vous partager quelques updates avant de vous présenter un petit peu notre speaker. Et juste avant ça, juste en termes de logistique, on peut être beaucoup dans le webinaire. Donc, par défaut, en fait, tous les participants sont sur silencieux. La session, elle est enregistrée tout simplement parce que vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube. Donc, d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les autres sessions précédentes qu'on a fait des dimanches du cloud sur notre chaîne YouTube. Je vais partager le lien dans le chat, donc ne vous inquiétez pas. Donc, c'est pour ça que la session est enregistrée. Tous les participants sont sur silencieux, mais posez le maximum de questions dans le chat. Et Pierre-Ange va regarder les questions en présentant. Et moi aussi, je vais regarder s'il y a besoin de les poser à Pierre-Ange. Je ferai le nécessaire. Mais posez vos questions dans le chat. N'attendez pas la fin. L'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube, le Cloud Facile. Donc, je l'ai déjà dit. Si vous êtes dans la communauté WhatsApp, on va également le partager. On va le partager également sur LinkedIn dans tous les cas. Alors, comme je disais, quelques updates. J'espère que vous êtes inscrits à la journée du cloud. Pierre-Ange, est-ce que tu es déjà inscrit à la journée du cloud? Je suis en cours d'inscription. Ah bah voilà, Pierre-Ange est en cours d'inscription, donc j'espère que vous aussi. Alors, qu'est-ce que la journée du cloud? C'est la plus grande web conférence dédiée au cloud. Euh, c'est écrit Afrique de l'Ouest, mais je dirais Afrique, parce que c'est la deuxième édition. On attend des centaines et des centaines de participants partout dans le monde. Ça va être le 29 juin. En plus, c'est gratuit. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez vous inscrire. Il y a le QR code, je vais mettre le lien. C'est gratuit. Et toute la journée, vous allez avoir des dizaines de sessions avec les meilleurs speakers tech, cloud. On va parler de Generative AI, bien entendu. On va parler de DevOps, Kubernetes, AWS, Microsoft, GCP. Donc voilà, si vous n'êtes pas inscrit encore une fois, je vais partager le lien, scanner le QR code si besoin. Mais il faut absolument vous inscrire parce que ça va être génial. En plus, si vous n'étiez pas au courant, en fait, on a un super sponsor. On va en annoncer d'autres, mais on a déjà un sponsor de taille, WizLabs. Donc, si vous ne connaissez pas WizLabs, c'est juste l'une des plateformes les plus connues et utilisées dans le monde de tout ce qui est EdTech. C'est-à-dire, ils fournissent un petit peu des labs, en fait, qu'on va pouvoir utiliser pour se former au cloud, et des practice exams et des cours. Et WizLabs est sponsor de la journée du cloud. Et WizLabs promet d'offrir des abonnements à tous les participants de la journée du cloud. Il suffit juste de vous inscrire et vous aurez un abonnement offert par WizLabs. Donc, moi, je trouve ça juste génial pour le coup. Et on va avoir également des hubs physiques. On en a annoncé 2, donc à Conakry et à Dakar. Donc, si vous êtes à Conakry ou à Dakar, il va y avoir des hubs, c'est-à-dire des centres de regroupement où vous allez pouvoir vous rendre et networker avec la communauté et regardez les sessions de la journée du cloud. Donc, encore une fois, ne ratez pas, ne vous le faites pas raconter. Inscrivez-vous, c'est gratuit et moi, en tout cas, j'ai hâte d'y être. Revenons sur les dimanches du cloud. C'est quoi les dimanches du cloud? C'est une série de workshops et de webinaires. C'est en ligne, c'est gratuit et c'est avec des speakers tech d'exception. Donc, c'est vraiment des gens qu'on voit qui ont des beaux parcours et qui sont dans des belles boîtes et qui sont très forts techniquement. Et on veut les inviter pour qu'ils partagent leur parcours et leur expérience sur des sujets autour du cloud. Et aujourd'hui, je suis absolument ravi d'avoir Pierre-Ange. Salut Pierre-Ange, comment vas-tu? Je me porte très bien et toi-même? Je vais super bien. Et je suis content d'avoir Pierre-Ange parce qu'on avait discuté il y a plusieurs mois. Je dis, Pierre-Ange, il faut que tu viennes partager sur la data. Et finalement, Pierre-Ange, on arrive à le faire ce soir. Je suis là. Tu es là avec grand plaisir. Pierre-Ange, voilà, il va se présenter tout à l'heure pour le coup, mais si vous avez l'habitude de suivre les dimanches du cloud, je commence par des questions de type Breaking Glass, juste pour en savoir un peu plus sur Pierre-Ange. Ensuite, je vais le laisser partager sa présentation et se présenter lui-même. Mais Pierre-Ange, j'ai 3 questions à te poser. Est-ce que tu es prêt? Je pense être prêt. Oh, bah super, awesome. Pierre-Ange, si tu devais prendre un café ou un thé ou un jus de
avec une personnalité, pas forcément dans l'informatique ou dans l'IT, mais une personnalité avec qui tu rêverais de passer un moment. Ce serait qui et pourquoi? Il y en a pas mal, mais s'il faut en choisir une, je prendrais Steven Bartlett, qui est Mhm, un entrepreneur anglais. mhm. Il a créé un podcast qui s'appelle The Diary of the CEO. Et j'aime beaucoup sa façon de penser, sa façon de penser l'entrepreneuriat, sans forcément vouloir imposer aux autres sa vision du monde. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de comprendre comment est-ce qu'il a fait pour devenir qui il est aujourd'hui et avoir son retour d'expérience. Donc, Steven. Excellent. Excellent. Sachant que tu as lancé mon podcast, j'espère que tu vas partager Alors, le... OK. Que tu vas partager le lien pour le coup. Deuxième question, du coup, c'est quoi ton super pouvoir, caché ou pas? mon super pouvoir. Très bonne question. Mon super pouvoir, je pense qu'on peut dire, c'est ma capacité d'adaptation. Ouais. Parce que j'arrive pas mal à m'adapter en fonction des gens que j'ai en face, en fonction de leur niveau technique, de Ouais. leur façon de réagir, de leurs Ouais. émotions. Je pense que c'est plutôt une de mes qualités principales. Excellent. Et puis dans l'informatique, on a l'habitude de dire, il faut s'adapter. Mm. C'est Mm. rapide, quand même. Surtout Euh, vas-y, vas-y. et dit surtout quand on est consultant. Ah, surtout quand, oui, surtout quand on est consultant comme toi dans une grande boîte avec des beaux clients, oui, c'est sûr que la capacité d'adaptation est très importante. Et c'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Alors, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un side project, ça peut être personnel, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de partager parce que tu en es fier? Le projet dont je suis le plus fier, c'est le podcast que je suis en train de lancer. Mhm. Euh, j'ai pas mal appris déjà en quelques mois de lancement de ce podcast. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment le projet qui me rend le plus fier parce que j'apprends beaucoup. Et je Mhm. pense qu'il va devenir, sur le long terme, un très bon moyen pour moi de m'exprimer comme je veux. Comment s'appelle ton podcast, si tu peux nous We rappeler? know, we just want to know. Il y a Christian qui a mis le nom dans le chat. We just want to know. Excellent. Pardon. Christian est au taquet. Merci, Christian. Et Efficace. just want to know. On a envie d'en savoir plus sur toi, Pierre-Ange, d'ailleurs. Mm. Donc, je te passe la main et on va écouter avec grande attention tout ce que tu vas nous partager ce soir. Yes. Alors, je prends la main, select, open screen et allô. Normalement, c'est bon, vous voyez mon écran. Hop. Je suis allé trop loin. On voit un mouton, donc et c'est bon, tu peux y aller. Et la présentation. Zut. Donc, c'est tout bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est tout bon, c'est parfait. Ok, parfait. Donc, merci Amadou pour cette présentation, cette introduction. L'idée aujourd'hui est de comprendre comment est-ce qu'on peut faire de la data ingénierie à l'échelle sur AWS. Et pour le faire, on va commencer par déjà mon parcours, pour que vous puissiez savoir qui je suis, avec quelle expérience je parle, avec quel biais je parle. Ensuite, on va faire un petit saut dans le passé, comprendre quelle est la genèse de la data eng, d'où vient la data eng, qu'est-ce qui était là avant, pour pouvoir comprendre le présent et justement mieux comprendre aussi le futur. Ensuite, on fait un focus sur la data eng, le présent, la data eng à l'échelle. Qu'est-ce qu'on appelle data eng à l'échelle? Quels sont les enjeux? Quelles sont les difficultés? Quels sont les outils qui permettent de faire la data eng à l'échelle? Par la suite, on va faire un focus sur un exemple précis, le data marketing, qui est en fait un exemple qui est présent dans quasiment toutes les entreprises qui vendent un service ou un produit parce qu'elles veulent marketer. Et pour mieux marketer, il faut être data-driven. On y reviendra. Ensuite, on aura mes conseils pour être data ingénieur dans une entreprise, pour monter en compétences et même pour trouver le travail en tant que data ingénieur. Et on finira par la session de questions-réponses Q&A. Donc, mon parcours, qui suis-je? Donc, Pierre-Ange Lunde, ma belle photo à gauche, vous avez mon LinkedIn, c'est juste PA Lunde. Vous pouvez aller me suivre sur LinkedIn ou juste faire une demande de connexion. Ça, on pourra échanger par la suite. Vous pourrez voir mes différents posts que je partage, notamment sur les sujets data et machine learning engineering. Donc, j'ai eu mon bac au Cameroun et ensuite, je suis venu en France. Je suis parti en France parce qu'actuellement, je suis au Cameroun. Et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur à l'Université technologique de Troyes
en spécialisation, valorisation des données et des connaissances. C'est l'idée de se dire qu'on prend les données, on prend les connaissances et on arrive à générer du business, du chiffre, de l'argent avec ces données-là. Par la suite, j'ai rejoint Devoteam, qui est une boîte de conseil en tant que data et machine learning engineer. Donc, j'ai cette double casquette et ça se voit d'ailleurs chez les clients. J'ai fait une première mission d'e-commerce où j'ai développé un système de recommandation pour mon client. Système de recommandation, vous l'avez sur quasiment toutes les plateformes d'e-commerce. C'est l'idée de vous proposer des items, des contenus en fonction de vos consommations précédentes, en fonction de votre profil. Par la suite, j'ai travaillé pour une équipe d'e-gamers professionnels. Je les aidais dans la partie ingestion des données. Donc là, on a plus sur la partie data ingénieur, tandis que la première mission, c'était du machine learning engineering, abrégé MLE. Et actuellement, je suis consultant depuis plus d'un an chez un média français, M6, où je travaille sur divers projets data. Et dans ma quête de formation perpétuelle et dans ma mission, dans mes différentes missions, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de certifications parce que moi, je trouve que c'est très important pour monter en compétences. On y reviendra. En l'occurrence, les solutions d'architecte associés, Terraform et des certifs vraiment spécialisés data et MLE, parce que c'est mon cœur de métier sur AWS. Je n'ai pas précisé, mais ma boîte de conseil a plusieurs entités. Donc, Devoteam a plusieurs entités. Je fais partie de l'entité qui est spécialisée sur le cloud AWS. Il y en a qui sont spécialisés sur Azure, du GCP. Mais nous, on est vraiment spécialisés sur AWS, d'où mes certifications qui sont vraiment très axées AWS. J'ai fait toutes les certifications qui m'intéressent sur AWS. Il y en a d'autres, mais qui ne correspondent pas à mon scope. Et à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort, qui m'intéresse, je la fais. Comme la Data Engineer Associate. D'ailleurs, je l'ai passé en bêta quand il était encore en test. On reviendra sur les certifications à la fin. Hop. Donc, maintenant, vous savez qui je suis. Et si on faisait un bond dans le passé pour comprendre d'où vient la data engineering, d'où vient ce terme, qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc déjà, dans les années 60, on a les premiers systèmes de traitement des données qui voient le jour. C'est vraiment plus de la donnée transactionnelle. Donc, dans les entreprises qui ont pas mal d'employés, les entreprises qui font de la comptabilité, ils commencent déjà à se dire, OK, la donnée, c'est important de pouvoir la traiter de façon opérationnelle, de façon transactionnelle. Et ensuite, en 1970, toujours dans ce même contexte-là, dans les années 70, dans ce même contexte-là, on a le mot database qui voit le jour, donc base de données, et SQL est créé. Donc, de base, SQL s'appelait SQL. D'ailleurs, certains prononcent toujours SQL SQL, mais après, ils ont changé de nom pour des questions propriété intellectuelle. Pardon. Donc, SQL a été créé chez IBM et les premiers RDBMS ont aussi vu le jour chez IBM. Ils ont vraiment beaucoup fait à cette époque-là sur tout ce qui est lié à la data. Ensuite, on arrive dans les années 80, on a Bill Edmond, qui est toujours vivant, qui est quelqu'un qui est toujours très présent, très influent dans le monde de la data. Il évoque, c'est le premier, il est d'ailleurs considéré comme le père du data warehouse. Il évoque le terme data warehouse et par la suite, Oracle popularise la technologie. Il devient vraiment le leader du marché sur la technologie. Donc, data warehouse. Si on fait bien un premier focus sur ce terme-là, qui est très important, qui était déjà très important dans les années 80 et qui le reste toujours aujourd'hui. Data warehouse, en français, entrepôt de données. L'idée est de se dire que, initialement, on a plusieurs databases qui sont utilisées plus pour de la transaction. Et si on veut faire de l'analyse, il faut pouvoir agréger ces données-là et les mettre à disposition des différents consommateurs. Donc, comment est-ce qu'un data warehouse est architecturé précisément? Donc, on a tout en haut les outils qui permettent de consommer la donnée. Et là, on voit, on a un carré qui est un bloc, un monolithe, où à l'intérieur, on a l'engin de stockage, de compute. Compute, c'est vraiment pour pouvoir récupérer la donnée. Il y a forcément un moment du processing qui va être fait. Il y a une machine qui va tourner. On a le catalogue. On a le table format, file format, storage. Et ce qu'on voit là, c'est que tout ceci, c'est un carré. C'est très monolithe. Ça ne dépend pas de l'utilisateur. L'utilisateur n'a pas du tout la main sur cette partie-là. C'est Oracle qui fait toute cette partie-là. Donc, le data warehouse de base, c'est vraiment pour faire de la business intelligence, la data analyse, avec des quantités de données considérables, mais pas forcément énormes. Tout est centralisé.
Donc c'est très performant parce que justement, Oracle, vu qu'il gère toutes ces différentes sous-couches-là, la partie storage, la partie file format, la partie table format, ils arrivent à bien optimiser les interactions entre ces différentes couches-là. Et on a un élément qui est très important dans la logique Data Warehouse, c'est l'acidité. C'est-à-dire que chaque transaction dans un Data Warehouse est atomique, c'est-à-dire qu'une transaction ne dépend pas de l'autre, elle peut se faire tranquillement. Et on a de la consistency, donc la consistance, c'est-à-dire que si une transaction a commencé pendant qu'une autre, enfin, une transaction voulait commencer pendant qu'une autre voulait commencer, on va privilégier la première et l'autre va juste attendre. On ne peut pas faire deux transactions au même moment et les données ne peuvent pas, en fait, être altérées. Parce que s'il y a deux transactions qui se font au même moment, il faut pouvoir gérer les systèmes de queue et justement, le Data Warehouse le gère très bien pour ne pas altérer les données. On a l'isolation, un peu liée à l'atomicité. La durabilité, c'est dire que les données sont liées avec le temps et le Data Warehouse permet de facilement gérer cette notion temporelle liée à la donnée. Sont les plus du Data Warehouse et comme principaux points négatifs, on a le fait que la donnée, les Data Warehouse contiennent précisément que des données structurées. On ne peut pas avoir des données non structurées ou semi-structurées. Donc, quand on parle de données non structurées, on parle par exemple des images ou des vidéos. Semi-structurées, ce sont les données JSON. Structurées, c'est vraiment des tables, comme des fichiers Excel. C'est ça qu'on appelle données structurées. Les coûts sont élevés, vu que là, on dépend totalement d'Oracle. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Et Oracle, d'ailleurs, était très cher. Mais les entreprises n'avaient pas forcément le choix parce que Oracle avait le monopole. Et on parle aussi de vendor locking, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a un monolithe et tout est géré par Oracle. Nous, on n'a pas la possibilité de modifier grand-chose sur file format, la façon de sauvegarder les données. Donc, on subit un peu les désirata de Oracle. Donc, par la suite, dans les années 90, on a Internet qui voit le jour. On parle du .com boom, dans le .com boom. On a une augmentation considérable de données parce que simplement, il y a plus de consommation. Ensuite, fin des années 90, il y a un autre terme qui voit le jour, le terme Big Data, utilisé pour la première fois. Et là, c'était pour décrire le challenge de gestion de masses considérables de données, vu qu'avec l'arrivée d'Internet, on a eu une quantité de données sans précédent. Et donc, dans les débuts des années 2000, des premières technologies dites Big Data sont développées pour justement répondre à ces besoins de taille de données considérable. Le Big Data. Comme on peut le voir sur ce graphique Google Trends, ça j'ai fait le graphique moi-même, j'ai regardé dernièrement pour voir l'évolution. On voit très bien qu'avant 2010, donc là, avant 2010, on n'a rien. Le terme Big Data est très peu connu. Et là, on a un pic, on a un boom qui se fait et ça reste toujours plutôt constant. On a des petites saisonnalités, là, on a des petits changements. Mais la tendance, on avait une forte hausse et puis la tendance est plutôt constante là. On commence à constater une baisse dans le terme Big Data. Mais voilà, le terme Big Data a vraiment fait partie des termes les plus trend du moment. Tout le monde voulait faire du Big Data. Toutes les entreprises se disaient faisons du Big Data. Et il y avait une concurrence, en gros, sur la taille de la donnée. Moi, j'ai plus de données que ça. C'est un petit jeu d'enfant sur le Big Data. Un fort intérêt de toutes les entreprises et même des particuliers autour du terme. Comment est-ce qu'on définit le Big Data? Du moins, le dictionnaire d'Oxford définit le Big Data comme un ensemble de données extrêmement volumineux pouvant être analysées pour révéler des schémas et des tendances et des associations. Moi, j'aime bien cette définition parce qu'on a deux principaux points à prendre en compte. Donc, extrêmement volumineux. C'est actuellement extrêmement est relatif. En fonction des entreprises, extrêmement peut être différent d'une entreprise à l'autre. Donc, déjà, ces définitions dépendent d'une entreprise. Donc, le big data extrêmement volumineux dépend en fait de l'entreprise qui définit son contexte comme big ou pas. Et on parle des schémas et des tendances et des associations. Effectivement, la donnée, qu'elle soit volumineuse ou pas, si elle ne permet pas à terme de générer de l'argent via des associations, des tendances, ne sert pas à grand-chose. Initialement, quand le terme Big Data est né, on a parlé des 3 V du Big Data et aujourd'hui, on est déjà au 6 V du Big Data. Je pense qu'on va arriver à 10 un jour, qui sont en fait les caractéristiques qu'on a d'un contexte qu'on définit comme Big Data, comme Big.
Donc, on parle de volume, on a un volume qui est large, toujours relatif. On a de la vélocité, c'est-à-dire que les données sont différentes entre elles. Les données peuvent rapporter de la valeur. Les données sont censées être véridiques. On est censé pouvoir vérifier cette véracité. On en reparlera. Les données sont variables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être de différentes formes, notamment, on en a parlé, structurées, non structurées, semi-structurées. La variété, c'est aussi lié à la variabilité, mais encore d'une façon plus granulaire, sur même le type de la donnée qui est stockée. Donc, les floats, les entiers, les booléens, les strings. Donc, parmi les technologies qui sont nées pour pouvoir pouvoir du moins comprendre et valoriser ces données considérées comme big, on a le data lake. Le data lake qui a comme principaux composants les mêmes que ceux du data warehouse, mais on voit déjà une organisation qui est totalement différente. Les traits, le carré qu'on avait là, c'est ouvert. Parce que quoi? Parce que dans le data lake, plusieurs de ces éléments sont à la guise du consommateur. C'est la personne qui construit son data lake qui définit, OK, qu'est-ce que je mets comme storage? Sur AWS, ça peut être S3. Qu'est-ce que je mets comme file format? Il y en a beaucoup qui existent. Parquet, CSV. Qu'est-ce que je mets comme table format? Il y en a beaucoup qui existent. Il y en a de nouveaux qui naissent tous les jours, vu que le big data est quand même, la data est quand même un domaine qui évolue très vite. On a le storage engine qui reste plutôt vendor locké. Et on a le compute engine et le catalogue qui peut aussi être... Les solutions de data lake proposent certaines solutions de compute engine ou de catalogue, mais nous aussi, consommateurs, nous pouvons décider, OK, moi, je ne prends pas le catalogue de ce qui m'a été fourni, je construis un autre catalogue. Ce qu'on ne peut pas faire facilement avec le data warehouse. Donc là, avec le data lake, on a la possibilité de se construire un peu un data lake à la carte. On peut stocker des données structurées et non structurées. On peut faire des data analyses poussées parce qu'on peut vraiment stocker beaucoup plus de données sans trop se questionner sur les questions de coût. Parce qu'on a un coût qui est relativement bas par rapport justement au warehouse. On a ce qu'on appelle open format. On parle de table format. Là, on n'est plus vendor locké parce qu'on peut prendre des formats open source qui existent pour nous construire notre data lake. Par contre, à contrario du data warehouse, là, les différents éléments sont découplés. Donc, ça veut dire que l'optimisation est possible, mais c'est plus à la main du consommateur de pouvoir optimiser son data lake. Tandis que dans le data warehouse, Oracle faisait déjà bien le travail pour nous. Donc, on a plus de configuration et on n'a pas actuellement dans les data lakes la garantie d'acidité. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous êtes curieux, vous entendrez maintenant parler de lakehouse, qui est un mix entre data lake et lakehouse. L'idée du lakehouse, c'est d'ajouter les composants d'acidité, la notion d'acidité au data lake pour avoir un lakehouse. Donc, on peut avoir différents types de données, structurées et non structurées, mais en ajoutant les plus du data warehouse. Donc, le big data, on a vu comme technologie, comme notion qui est née, le data lake et quid d'AWS. Que fait AWS dans début année 2000, mi-2000? Donc, ils se sont dit, OK, on a créé Amazon, on a beaucoup d'utilisateurs, on a beaucoup de données qui sont générées, on fait du big data et il nous faut des outils pour mutualiser nos pratiques parce que chaque équipe peut faire des choses dans son coin pour le stockage et le traitement de nos données. Et si on créait des services déjà pour la consommation interne. Donc, ils ont créé deux premiers services, S3, Simple Storage Service, qui est le service AWS pour pouvoir stocker des fichiers, et EC2, qui est Elastic Cloud Compute, le service pour pouvoir faire du traitement. Ils ont déjà créé ces deux services-là. Ils avaient déjà, avant de créer S3 et EC2, créé un service qui s'appelle SQS, mais qui ne nous concerne pas forcément. Et après, ils se sont dit, OK, on a SQS, S3, EC2, que nous consommons déjà beaucoup en interne, et si on les commercialisait? Et hop, c'est comme ça qu'est né AWS, Amazon Web Services, avec ces trois premiers services-là en 2006. Donc, le big data a influencé Amazon dans sa stratégie, même de développement et de création de nouveaux services, en l'occurrence la naissance d'Amazon Web Services. Donc là, on est arrivé en 2010, dans les années 2010, on a vu déjà, les années 2000, on a vu Data Lake, on a vu comment est-ce que AWS, lui, a pris ce pan du big data.
a pris ce pan du big data. Ensuite, en 2010, on a la montée du cloud et des objets connectés qui conduisent à une augmentation qu'on peut vraiment considérer cette fois d'exponentielle des données. Parce que beaucoup de personnes commencent à avoir des objets connectés, le cloud est mis à disposition, donc plus d'entreprises peuvent créer des solutions, plus d'entreprises peuvent créer des solutions qui sont plus consommées encore par les utilisateurs. Mais lorsqu'on parle de big data dans ces années-là, de quel volume on parle? Donc, on voit une évolution qui est très, très, très nette. Donc là, on est sur 2 zettabytes. C'est 10 puissance 24 zeta, pour dire que c'est très considérable. Et là, en 2020, nous sommes déjà sur 64,2 zettabytes de données dans l'année. Et si on regarde précisément dans une journée, on a environ 500 millions de tweets qui sont créés chaque jour. On a 293 milliards d'emails qui sont envoyés chaque jour. Beaucoup de personnes qui utilisent les mails. Précisément, parlant d'objets connectés, les montres Apple, pour ne pas les citer, sont vraiment de plus en plus démocratisées. Et donc, on a plus de données qui sont générées, les montres connectées et tous les objets connectés qui sont dans les maisons, qui sont dans les fermes, génèrent beaucoup de données. Et donc, on commence vraiment à avoir de la donnée qui est exponentielle, qui est stockée très souvent aussi dans le cloud. On ne parle même pas des recherches Google. Le nombre de recherches Google qui est faite chaque jour est délirant. Donc, on a compris, là, en 2010, que nous sommes vraiment dans une ère de big data. La donnée est vraiment considérable et ça va continuer. On est dans un monde où on consomme beaucoup et on génère beaucoup de données. 2010, on s'est dit, OK, toutes les entreprises se disent, OK, je fais du big data. J'ai généré beaucoup de données. Qu'est-ce que je fais de ces données-là? Je sais déjà faire de l'analyse classique, l'analyse de base. Je sais déjà faire de la BI. Et comment est-ce que je peux modéliser mon monde à partir de ces données-là pour pouvoir mieux générer du chiffre? Et c'est dans cette optique-là qu'on voit la naissance du métier de data scientist. Et d'ailleurs, fin 2010, tout le monde est devenu data scientist parce que ce métier a été défini par Harvard Business Review comme le métier le plus sexy du siècle. Pareillement, si on regarde les tendances liées au terme data scientist, on voit que après 2010, on commence à voir un intérêt qui monte, mais là, en 2016, on voit vraiment l'évolution. On voit l'évolution. Je pense que ça va continuer on voit une évolution. Là, on voit un autre pic, mais ce pic-là n'est pas lié vraiment à l'augmentation de l'intérêt pour ce mot-là, mais plus lié à l'augmentation des données. Là, vous voyez une autre, c'est parce que Google a augmenté des données qu'il n'avait pas forcément intégrées. Donc voilà. Et hop, on voit encore que ce terme est toujours très, très, très en tendance, parce que data scientist, on est toujours dans le même siècle. Hein. Il reste le métier le plus sexy du siècle. Pourquoi il est sexy? Parce qu'on est à croiser des chemins entre l'informatique, qui est déjà lui-même de base un domaine sexy, qui permet d'être bien rémunéré, les mathématiques, tout ce qui est statistique, qui est un domaine pas forcément aussi attirant que l'informatique, mais qui demande une spécialisation poussée, donc qui demande quand même d'être un expert dans son domaine. Et on a le business qui permet de mettre en lien et la partie computer science, la partie statistique pour répondre aux besoins business. Donc, on a des personnes qui font quelque chose qui est plutôt attirant pour la partie computer science, qui est très spécialisée parce que la partie mathématique est forcément plus complexe que juste faire de l'informatique, la partie statistical analysis. Donc, on a un métier qui peut rapporter beaucoup de valeur et qui est très spécifique, donc spécialisé. Ça veut dire que la rémunération de ces personnes qui font data science, de ces data scientistes, est censée être élevée. Du moins, elle est, dans le contexte où on est. Parce que la data science, c'est le métier le plus sexy du site. Et toutes les entreprises, justement, veulent faire du machine learning, les offres d'emploi avec des salaires qui correspondent au degré de compétences demandées. On peut les retrouver partout, LinkedIn déborde d'offres. On a des budgets mirobolants qui sont mis en place. Là, je parle toujours des années 2010. Qui sont mis en place dans les entreprises pour faire de la recherche et développement, pour justement se dire, OK, on a un concurrent qui dit qu'il a fait ce modèle, nous aussi, on doit faire un modèle aussi performant que lui.
voire plus. Et il y a les formations à toutes les sauces qui voient le jour. On a Open Classroom qui a créé des formations data scientist. On a même carrément une plateforme data scientist qui est née. OK. Ça semble très sexy, mais est-ce que c'est vraiment aussi sexy aujourd'hui, 2020? La réponse est claire, c'est non. Parce que la data science a péché quelque part. Du moins, la conception du data scientist a péché quelque part. On s'est dit, OK, je vais être data scientist parce que j'ai envie d'analyser la donnée. OK, très bien. Vas-y. Une personne qui commence en data science pense qu'elle va faire 75% des analyses de données, des créations des modèles, et juste 25%, même 25%, c'est de la grammatique pour une personne qui veut faire vraiment data science de base, avec la conception passée qu'on avait du terme. Et la réalité, c'est que on passe, les data scientists passent, ou du moins passaient, ça reste toujours d'ailleurs d'actualité, 90% de leur temps à faire du data cleaning. Et déjà, du fait de ce temps passé sur la préparation des données, on constate qu'on a 20% des projets ML qui vont et vivent en production, toujours aujourd'hui. Donc, partout, on entend parler de machine learning. Avec la GenAI, on n'en parle même plus. Mais il n'y a que 20% des projets ML qui vont en production. Pour plusieurs raisons. On a des projets qui sont souvent top-down. Une personne du management qui se dit, OK, ça peut être intéressant de faire ça parce que j'ai vu ça à une conférence. Et on vient l'imposer à une équipe et l'équipe doit travailler dessus. Ils travaillent dessus, ils ont des résultats qui peuvent être pertinents, mais vu qu'ils n'ont pas été consultés, les consommateurs finaux n'ont pas été consultés dès le début, pas consommés. Donc, le projet a coûté de l'argent pour rien. On a des cycles de R&D qui sont souvent aussi très longs, où aujourd'hui, j'exprime un besoin, j'ai besoin de A, et toi, tu reviens 6 mois après avec une solution qui reprend à A. Pourtant, moi, maintenant, j'ai besoin de B. Trop tard. On a aussi ce qu'on appelle du résumé driven development. C'est-à-dire que les scientistes, comme d'autres personnes qui travaillent en informatique, décident de choisir une technologie, non pas parce qu'elle est la plus pertinente dans le contexte lié, mais parce que c'est celle qui est en train, c'est celle qui est en tendance, c'est celle qui va permettre d'avoir un CV dans Resume, qui permet d'avoir un CV le plus sexy. Et donc, on ne pense pas vraiment au client, on ne pense pas vraiment à l'utilisation finale. On pense plus à son CV. Ce qui peut conduire justement à créer des boîtes noires parce que les derniers modèles, les modèles souvent les plus poussés, sont des modèles qui ont des performances qui sont plutôt bonnes, mais qu'on ne comprend pas forcément. Un modèle qui est très performant, mais on ne comprend pas. Dans certains cas, on n'a pas besoin forcément de comprendre qu'est-ce qui est fait derrière précisément, mais dans certains cas, le client, le consommateur, comprend qu'est-ce qui pousse le modèle à choisir telle ou telle solution. Et un autre principal problème qui conduit à que 20% de projets en ML, en projet ML en prod, on a le manque d'automatisation d'ingénierie. Il s'agit de data scientists. Ce sont des scientifiques de base. On a vu mathématiques, computer science, oui, mais qui ne sont pas forcément déjà sensibilisés à tout ce qui est autour de l'ingénierie, à tout ce qui est lié au DevOps. Et surtout, il y a un autre point qui a pas vraiment été oublié, mais qui a été négligé, c'est que en data science, si tu mets de la poubelle en entrée, en sortie, tu auras de la poubelle. Donc, la donnée, au final, est le point central pour avoir un projet ML data science efficace. On peut d'ailleurs le voir là dans le hiérarchie des besoins d'un projet data science. Donc, tout en bas, donc le socle, pour pouvoir faire ce soit, on commence par en bas. Donc, il faut pouvoir récupérer les données, collecte, pouvoir récupérer les données, enregistrer ces données de façon automatisée, quel que soit le type de données structurées ou non structurées, pouvoir faire les transformations, le cleaning, pouvoir faire les transformations et le cleaning des données. Les data scientists savent faire ces étapes, mais ils savent le faire très souvent dans un notebook, qui est un endroit où c'est un terrain de jeu. Ils ne savent pas forcément le faire dans un contexte en production de façon automatisée, justement par ce manque d'ingénierie-là. Et le data scientist, de base, lui, ce qui l'intéresse, en réalité, c'est la partie du haut, la partie, OK, j'ai mes données qui sont formatées de façon automatisée, qui sont mises quelque part. Moi, je veux pouvoir extraire de ces données-là de l'intelligence. Je veux pouvoir extraire de ces données-là la modélisation de notre monde réel. Donc, lui, il veut pouvoir définir qu'est-ce qu'un label, faire l'entraînement de données, ensuite comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, faire des expérimentations. Les data scientists aiment faire l'expérimentation. C'est la base du métier. C'est ce qui est intéressant en réalité dans le métier. Toute la partie du bas n'est pas forcément intéressante parce que ce n'est pas leur cœur le métier.
Et on n'a pas forcément intégré ça dès le début dans la conception du métier data scientist. On pensait qu'ils pouvaient tout faire, mais non. Donc, ils veulent pouvoir comprendre les données, s'amuser avec les données, expérimenter les données et ensuite pousser, faire du deep learning si besoin et pouvoir créer des modèles qui performent. Mais vu que cette partie du bas n'intéresse pas les data scientists, et ben, qui est censé faire ça? Vous devinez très bien de qui je parle, les data ingénieurs. C'est là où le data ingénieur intervient. Le métier data ingénieur n'était pas très connu, du moins tel qu'aujourd'hui, sa conception actuelle n'était pas du tout connue des années 2010. On voulait juste être data scientist parce que c'est sexy et parce que c'est Harvard qui l'a dit. Voilà. Un data ingénieur, justement, si on regarde les tendances, on voit très bien que le pic data scientist arrivait bien avant, l'augmentation data scientist arrivait bien avant. Celle data eng vient après. Data scientist reste toujours un peu plus en tendance que data ingénieur. Et c'est pour plusieurs raisons. La GenAI, je veux faire la GenAI, donc je pense que je veux être data scientist. Voilà. Mais on voit très bien que le data ingénieur commence vraiment à venir en force. Il est même déjà venu en force et les deux ont besoin de travailler ensemble. Un data scientist a besoin de data ingénieur pour pouvoir mieux faire son travail. Parce que la partie que fait le data ingénieur lui permet à lui de se concentrer sur ce qui l'intéresse de base, l'expérimentation, la modélisation du monde. Donc là, on a vu d'où venait la data ingénierie. On a vu que c'est un peu lié aux problématiques liées autour de la data science. Maintenant, si on comprenait précisément que fait un data ingénieur. Un data ingénieur, la data ingénierie, est un hub entre les producteurs de données et les consommateurs de données. Les producteurs de données peuvent être tout le monde, n'importe qui, n'importe quelle application qui génère la donnée, data producer. Donc, il s'agit de software ingénieurs, les logs qui sont faits dans les applications, c'est la donnée. Ça peut être d'autres data ingénieurs qui ont généré la donnée upstream, donc, dans une autre équipe, et moi, je consomme ces données-là. Il devient un data producer pour moi. Et moi, je suis un data consumer dans ces cas-là. Et on a aussi ce qu'on appelle les SRE qui peuvent générer de la donnée. De l'autre côté, moi, je récupère cette donnée-là, je mets à disposition. Donc, je récupère la donnée des data producers, je mets à disposition des data consumers, des business analysts, des data scientists, bien évidemment, et souvent des C-level, des decision makers, lorsqu'il s'agit de la donnée directement consommable, sans forcément besoin de faire de l'analyse dessus. Donc, data ingénieur, hub entre data producer et data consumer. Maintenant, précisément, comment est-ce qu'on fait pour être un hub entre data producer et data consumer? Donc, lorsque les données sont générées, le travail de la data ingénierie, c'est de faire passer ces données-là dans ce cycle qu'on appelle ETL. ETL pour Extract, Transform and Load. Donc, on a l'ingestion des données. Donc, on récupère les données qui sont générées, on les transforme et puis on les met à disposition de nos consommateurs. Ça peut être pour faire de l'analytics, du machine learning ou encore du reverse ETL. Et dans tout ce processus d'ingestion, de transformation et de serving, on a le stockage. Les données qui sont ingérées, où est-ce qu'on les met? Après transformation, il faut les mettre quelque part. Pour que nos consommateurs puissent les consommer, il faut qu'ils aient accès au storage, au stockage. Et on a ce focus, on a ce centre qui est vraiment le cœur du métier du data ingénieur, de faire de l'ETL. Ingénieur, son travail de base, c'est de faire de l'ETL pour rapporter du business. L'ETL, ce n'est pas juste pour s'amuser avec de la donnée, récupérer de la donnée inutile, c'est vraiment l'ETL pour rapporter de la valeur ajoutée sur la base des données qui viennent des data producers. Mais il y a des à côté. Les données, vu que je les traite, il faut que les données soient sécurisées. Comment est-ce que je fais le data management de ma donnée? Comment est-ce que je fais tout ce travail de façon automatisée, data ops? Comment est-ce que j'inclus toutes les bonnes pratiques DevOps? Comment est-ce que j'architecture ma donnée? Comment est-ce que je la stocke? Je utilise quoi comme storage? Comment est-ce que j'orchestre mes différentes étapes, justement, ingestion, transformation, serving? Je peux faire plusieurs transformations. Je peux avoir plusieurs données qui sont gérées en même temps. Je peux avoir un serving de plusieurs données exposées via une même API. Comment est-ce que je fais l'orchestration de tous ces process-là? Et bien sûr, le software engineering, vu qu'on parle là de développement, et c'est toujours bien de garder en tête les bonnes pratiques de software engineering. Donc, pas mal de choses quand même qui sont
qu'est censé maîtriser un data ingénieur. Donc déjà, son cœur de métier et tous les à côté qui sont quand même très présents, surtout quand on parle de données dont la sécurité n'est pas un point négligeable. Donc, pour pouvoir faire son travail, la partie ETL, on parle de DAG. Donc, Extra Transform Load, on utilise des DAG pour pouvoir faire de l'ETL. DAG, c'est Direct Acyclic Graph. Direct pour dire dans une seule direction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de cycle. C'est-à-dire qu'on a une direction précise. On ne peut pas avoir un retour. Là, par exemple, sur cette flèche-ci, la première, je ne peux pas avoir un sens vers le retour. Si je vais de la gauche vers la droite, c'est de la gauche vers la droite jusqu'au bout. Acyclique, on n'a pas les dépendances circulaires. Si une task A dépend de la task B ne peut pas aussi dépendre de la task A. Voilà. Graph, c'est juste une logique graph, de pouvoir structurer nos différentes étapes avec ce qu'on appelle des nœuds. Donc, en data, les nœuds sont des tasks, des tâches, et des liens, dont les dépendances. Par exemple, sur mon exemple, mon DAG, je peux juste avoir une première étape de start qui ne fait rien, et j'ai une première étape de récupération des données, donc d'extract, qui récupère la donnée d'une source A. Ça peut être via une API, ça peut être via, c'est très souvent via une API, qui récupère la donnée d'une autre source, B. J'ai une task, get data from source A, une autre qui récupère la donnée de la source B. Pour mes données récupérées de la source A, je pense que j'ai besoin de faire une transformation. Donc, je fais l'étape de transformation et ensuite, je passe à l'étape de service. Donc, j'écris la donnée dans une destination A qui peut être une table ou l'autre, mes données qui viennent de la source B, je n'ai pas besoin de faire la transformation. Donc, ETL, le T n'est pas forcément obligatoire. Il est facultatif. Si on n'a pas besoin de transformation, on ne transforme pas la donnée. On la récupère et on la load. On fait de l'EL. On récupère la donnée de la source B, on la load dans la destination B, et par la suite, on fait une agrégation entre ces deux-là, et ensuite, on écrit la destination C, et mon DAG est fini. Là, par exemple, mon DAG, lui, son objectif, n'est pas réellement de récupérer les données de la source A ou de la source B. Son objectif, c'est d'écrire la donnée dans la source C, dans la destination C, pardon. Vu qu'on voit, en fait, c'est le dernier point qui est fait. Mais pour écrire ces données dans la source C, j'ai besoin des données A et B parce que ma destination C, pardon, est un agrégat des destinations A et destination B, étant elle-même une transformation ou pas des données qui viennent des sources A et B, respectivement. Donc voilà, la logique de DAG, c'est vraiment le cœur du métier du data ingénieur. Un data ingénieur, au quotidien, il crée des DAG pour apporter du business. Comment est-ce qu'on crée des DAG et comment est-ce qu'on gère tous les undercurrents? Il y a beaucoup d'outils qui existent parce que, comme on l'a vu, un data ingénieur a quand même pas mal de choses à gérer. Déjà, la partie ETL et toute la partie autour. Donc, il y a beaucoup, vraiment beaucoup, ce diagramme, enfin, cette image est illisible et c'est fait exprès. On voit toutes les technologies qui existent dans l'univers data. D'ailleurs, c'est une source très intéressante. Je vous mettrai le lien à la fin, où on peut voir pour chaque année les différents outils dans la data. Les différents outils qui sont vraiment en tendance et ceux qui sont utilisés dans certaines entreprises. Et si on fait un focus sur AWS, dans la partie ingestion, il y a aussi pas mal de services qui existent. J'ai mis en gras ceux qui sont vraiment importants. Pour ne citer que, on a AWS Lambda, le service serverless d'AWS, qui peut être utile pour l'ingestion de données. On a DMS, Data Migration Service. La partie transformation, pas mal de services aussi, EMR, Blue Jobs, Lambda. Lambda peut servir à l'ingestion et aussi à la transformation. On a ECS. Pour le stockage, on a le principal service d'AWS qui fait du stockage de fichiers plats, S3. Et puis, on a les services qui permettent d'avoir des databases relationnelles, databases relationnelles avec DynamoDB. Redshift qui permet d'avoir un data warehouse, vraiment comme on l'a défini plus haut, et un nouveau service qui était déjà identifié, mais qui n'était pas forcément important. D'ailleurs, j'avais déjà ce slide, je viens de le mettre en gras, OpenSearch. Suite à tout le bruit qu'il y a autour de la GenAI, OpenSearch devient un service qui est vraiment très intéressant pour tous les produits qui sont autour de la GenAI, notamment pour ce qu'on appelle RAG. On pourra en parler si vous avez des questions dessus. Donc voilà, et pour la consommation, on a Athena,
qui est vraiment le principal service de consommation de données qui viennent d'un data lake sur AWS. En sécurité, on a IAM. Pour le data management, on a Lake Formation et Glue Data Quality, qui n'est pas en gras, là, parce qu'il n'est pas encore assez mature. C'est un service, c'est une fonctionnalité du service Glue qui est relativement récente et pas encore très utilisée chez les clients. Et pour l'orchestration, on a Manage Workflows for Apache Airflow. On reparlera d'Airflow. Donc, c'est une façon d'avoir Airflow managé sur AWS. Step Functions sont les deux principaux services d'orchestration sur AWS. Donc, déjà, quand on ne fait pas un focus sur AWS, tout autour d'AWS, de tout ce qui existe, on a déjà beaucoup d'outils. Quand on entre encore dans AWS, on voit qu'il y a encore beaucoup de spécifications, beaucoup d'outils qui peuvent être intéressants, qui sont intéressants, et qu'un data ingénieur ne doit pas forcément maîtriser, mais il doit les connaître. Il doit bien les connaître. Ça fait très vite beaucoup. Parce que le data ingénieur, il doit faire l'ETL, il doit gérer la sécurité des données, il doit gérer le data management, il doit gérer le management des données qui sont générées, il doit tout faire cela dans une logique data ops, donc avec ce qu'on appelle infrastructure as code. Il doit gérer l'architecture, il doit gérer l'orchestration. À l'échelle d'une petite entreprise, ça peut être possible si on trouve ces moutons à 5 pattes. C'est un terme qui est pas mal utilisé quand même quand on parle de data ingénierie, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qu'une seule personne est censée connaître. Et dans une petite entreprise qui a peu de besoins data, ça peut être possible d'avoir 2-3 moutons à 5 pattes qui permettent de tout faire. De gérer cela, chacun dans son coin, de gérer différents flux de données, de faire des DAG, pas forcément mutualisés, mais bon, ils font des DAG, ils génèrent du business. C'est le plus important. Si la donnée permet de générer du business avec 3 personnes qui maîtrisent les différents pans, tant mieux. Mais lorsqu'on parle de data eng à l'échelle, qui est ce qui nous concerne, on parle de besoins de data variés. On parle de sources de données différentes. On parle de consommation régulière des tables. Ça veut dire que les tables sont très souvent requêtées. Et plus un produit est consommé, plus il y a des retours qui sont faits sur le produit, donc plus il faut le modifier, plus il faut l'améliorer. Ce qui implique le nombre d'AG à implémenter et à manager. Quand on met un DAG en production, il y a des évolutions qui doivent être faites. Il y a de nombreuses tables aussi à manager. On peut avoir, si on reprend l'exemple de cette petite entreprise avec 3 moutons à 5 pattes, chacun fait ses DAG de son côté, ça fonctionne très bien. Mais il y a de fortes chances que entre eux, ils font du code redondant. Parce qu'ils vont très vite être côtoyés, ils vont très vite côtoyer les mêmes problématiques, ils vont très vite être confrontés aux mêmes problèmes. Donc, ils vont créer des solutions ad hoc, chacun dans son coin. Et on a donc un manque de standardisation parce que on a des différents data ingénieurs qui font des choses, qui rapportent de la valeur, mais sans vraiment se consulter, sans vraiment mettre en place des pratiques qui permettent d'imposer un certain standard, d'imposer une certaine façon de travailler, une certaine façon d'écrire le code. Et un dernier point très important, les moutons à 5 pattes, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, la data platform vient essayer de résoudre ces problématiques liées à la data ingénierie à l'échelle. La data platform peut être définie comme un produit conçu pour unifier de tous les traitements qui sont faits et ce de façon efficace. On parle encore ici des data, de big data, et ils le font en supprimant les compétences spécialisées. C'est dire, OK, on n'a pas besoin d'avoir une personne, pour être un data ingénieur, il ne faut pas forcément maîtriser tous les undercurrents. Et on ne veut plus que des solutions techniques soient redondantes. Si on crée une nouvelle solution technique, ça veut dire qu'une personne d'autre n'a pas déjà créé la solution. Et c'est là que vient la notion de plateforme, de data platform. Une plateforme met en disposition des data ingénieurs tout ce dont ils ont besoin pour créer leur nouveau DAG et fait une abstraction, abstrait le plus possible tout ce qu'elle peut, en commençant par les undercurrents. La partie sécurité doit être abstraite du métier data ingénieur. Le data ingénieur va toujours être responsable de la sécurité des données, mais il va faire moins de choses pour que ces données soient sécurisées là, parce que très souvent, entre deux données, entre deux tables, entre deux databases, c'est juste une question de configuration qui change pour assurer la sécurité ou le data management des données. Donc, la plateforme permet de créer un socle qui permet au data ingénieur de venir se dire, OK, j'ai fait mes courses.
pour tel type de données, j'ai besoin de tel type de sécurité. Je veux juste mettre une configuration et la plateforme me permet d'avoir tel type de sécurité. Je veux créer mon DAG avec Airflow, par exemple. Donc, je veux faire la partie orchestration. Je n'ai pas besoin d'écrire du code Airflow. Moi, ce que j'envoie à la plateforme, c'est de dire, OK, voici mes différentes tâches que j'ai envie de faire. Voici les dépendances. Vas-y, crée-moi le DAG. Je te donne les tâches, les dépendances et tu crées le DAG. Je n'ai pas besoin de maîtriser comment Airflow fonctionne de façon sous-jacente. Je dois comprendre Airflow, mais je n'ai plus besoin de maîtriser Airflow pour faire l'orchestration dans ce contexte-là. D'où tout l'intérêt de la plateforme. Pareil pour le stockage, on ne veut pas, dans une entreprise, même si on fait du big data très, très big, on ne veut pas avoir 10 000 façons de stocker la donnée. On veut standardiser tout ça. On va avoir 2-3 façons de stocker la donnée et de pouvoir adapter. Si on constate vraiment qu'il y a un besoin fort d'avoir une autre façon de stocker la donnée, bah, on fait évoluer la plateforme. Mais la plateforme permet vraiment de sacraliser toutes les façons de consommer la donnée, toutes les façons de créer la donnée, toutes les façons de faire du data engineering. Et la data platform est vitale en fait quand on veut vraiment faire de la data engineering à l'échelle. Donc, juste pour résumer, avec la data platform, data engineer se focalise vraiment sur ce qui apporte de la valeur. Il se focalise sur l'ETL dans un environnement qui est standardisé. Il ne va pas salir la base de code avec un code qui ne correspond pas aux standards de l'entreprise, aux standards de l'équipe. Et tout ce qui peut être mutualisé, managé et abstrait est fait par la plateforme. Et quand on parle de data platform, il y a une notion qui est très importante parce que on a parlé de TL, on a fait l'extraction de la donnée, on a loadé les données, mais la plateforme permet aussi d'amener la notion de gouvernance de données, qui est déjà une question présente même dans la data engineering qui n'est pas à l'échelle. Mais quand on fait la data engineering à l'échelle, on a encore plus de problématiques de gouvernance parce qu'on a plus de données. On peut avoir des données qui sont dupliquées dans plusieurs endroits. On peut avoir des données. Vu qu'on a plus de données, il faut pouvoir mieux les gérer. Il faut pouvoir mieux les cataloguer pour qu'on puisse vraiment retrouver ces données-là. Donc, on a vu naître le terme gouvernance des données qui a plusieurs notions précises. Data cataloging, l'idée est de se dire, les données doivent être organisées. Je dois avoir, comme sur Amazon, un catalogue de données et je peux pouvoir récupérer ces données-là. Et ces données sont bien organisées. On parle de data classification aussi. Sur la base de TAC, par exemple, je peux pouvoir facilement récupérer différentes données, faire des matchs entre les données, parce que les données ont bien été cataloguées. Je veux pouvoir faire un audit de mes données et voir qui a accès aux données et facilement donner accès aux données. C'est toujours lié à la data governance. Je veux pouvoir facilement requêter ma donnée. Je ne veux pas forcément venir faire une extraction totale d'une table. Je veux venir juste voir très vite, OK, cette table, qu'est-ce qu'elle a comme information? Je vais faire la data discovery, je vais découvrir. C'est comme quand je viens sur Amazon, je veux juste scroller et voir, OK, voici tel élément. Je regarde rapidement l'item, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails. Je ne veux pas avoir tout l'historique lié à l'item. Je ne veux pas avoir tous les ratings qu'il y a sur l'item, tous les commentaires sur l'item. Je veux juste voir l'item rapidement. Et on est censé pouvoir faire la même chose avec la donnée. Ensuite, on a la notion de data sharing et collaboration. Data lineage, qui est très importante, c'est de se dire, OK, j'ai ma source C. Si on reprend notre donnée de tout à l'heure, j'ai ma destination C, j'ai ma donnée C dans ma table C. Quelles sont les tables qui ont permis de créer cette table-là? Parce que si un jour on constate un problème sur ma table C, on veut pouvoir remonter, faire le chemin inverse de création de ces données-là pour pouvoir détecter les différents éléments qui auraient pu impacter, qui auraient pu générer cette erreur-là. Data lineage est un élément très important qu'apporte la gouvernance des données. La sécurité, on en a déjà parlé, et aussi, bien évidemment, la qualité des données. On peut avoir beaucoup de données, on peut avoir du big data, mais si la donnée est sale, elle ne sert à rien, elle peut même être maléfique. Sur AWS, comment est-ce qu'on peut mettre la gouvernance de données? Donc, on a pour la sécurité, on en a déjà parlé, on a AWS IAM, qui est le principal service qui permet de faire la sécurité globalement sur AWS. Pour la data sharing and collaboration, on a AWS Marketplace, qui permet de venir juste chercher de la donnée. Voilà, c'est vraiment sur du sharing. Pour la data discovery, on a Athena, qui est le service qui permet de faire cela. Et pour avoir une question d'audit et d'accès à des données poussées, on a Lake-Formation. On voit très bien qu'il y a plusieurs pans de la gouvernance des données qui ne sont pas
encore réellement gérés par AWS. Ils ne fournissent pas vraiment un service qui permet de vraiment répondre à ces besoins-là. Data cataloging, on peut vous parler de Glue Data Catalog qui existe sur AWS, mais c'est vraiment l'ancêtre du catalogue. C'est il y a trop peu d'informations, pas assez organisé par rapport aux vrais besoins de gouvernance des données. Là, j'ai vraiment mis les services qui répondent vraiment aux besoins. IAM répond très bien aux besoins de data sécurité. Pareil pour l'Information, pour tout ce qui est accès précis et audit. Et Athena pour la data discovery. Vu que moi, je suis spécialisé à AWS, je n'ai visiblement pas de réponse à mes problématiques sur AWS. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va regarder ailleurs. On regarde principalement l'open source. Pour les points qui nous manquaient, en l'occurrence data cataloging, il y a plusieurs solutions qui existent, les unes plus matures que d'autres, mais sachant que l'environnement reste quand même très, très enfantin parce que ce sont des notions qui sont récentes. Si on regarde ces différents services, ils n'ont pas plus de 5 ans. Donc, il y a de la maturation qui est encore à faire, mais on commence à voir vraiment des solutions qui prennent le devant, qui sont de plus en plus utilisées, comme Data Hub, Open Metadata, Apache Atlas. En fonction des contextes, il y en a qui sont plus pertinents que d'autres. C'est vraiment des benchmarks que chaque équipe doit faire pour répondre à ces besoins-là. Pour la data quality, on a plusieurs outils, dont Great Expedition, qui fait partie pas des standards, mais des outils vraiment utilisés dans pas mal d'entreprises pour pouvoir faire la data quality. Pareillement, on a Glue Data Quality qui existe, j'en ai parlé, qui peut répondre à la data quality, mais c'est trop limité pour l'instant. On n'a pas vraiment les possibilités de checker la qualité des données de façon poussée, comme on l'a dans Colibra ou Soda. Non plus lineage, très souvent les outils de data cataloging permettent aussi de faire une lineage, donc on va retrouver les mêmes outils. Voilà, donc si on veut faire de la gouvernance de données sur AWS, on a pas mal de services qui existent pour pouvoir répondre à certaines problématiques. Il y en a d'autres qui commencent à répondre à d'autres problématiques, mais qui ne sont pas encore assez poussées à mon sens. Donc on va simplement voir dans l'open source, et ce n'est pas plus mal en réalité pour la communauté. Donc là, on a compris qu'est-ce que le data engineering à l'échelle, comment est-ce que on peut le faire sur AWS, quelles sont les problématiques liées, quelles sont les limitations actuelles d'AWS sur ce plan-là. Ici, on regardait juste un exemple de data marketing. Donc, pour vraiment se dire, on se met dans la peau d'un data ingénieur, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Donc, déjà, pour définir le data marketing, on l'appelle aussi data-driven marketing, du marketing dirigé par la donnée. Une approche qui consiste simplement à optimiser les communications. Les communications, c'est quand vous recevez une notification ou un mail d'une application, par exemple Amazon. Donc, optimiser les communications de la marque sur la base des informations relatives au client. L'information peut être des informations spécifiques à l'utilisateur, son âge, son sexe, ou alors des informations de consommation, l'historique de consommation. Donc, si on se dit qu'on travaille, par exemple, pour Prime Video, qui est une plateforme de streaming, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc Amazon toujours, on reste dans le même univers. On a notre data ingénieur, Fatou, et à gauche, on a Amadou, qui lui est marketeur. Il travaille dans l'équipe marketing. Il a un besoin. Il s'est réveillé un matin, il s'est dit, OK, j'ai ce besoin-là. Il veut animer ses utilisateurs ayant commencé une série qui arrive bientôt en fin de droit. C'est vraiment le message qu'il envoie à Fatou. Bonjour, je vais animer mes utilisateurs ayant consommer une série qui arrive bientôt en fin de droit. Donc, animer, ça veut dire communiquer avec, donc leur envoyer une notification ou un mail, par exemple. Fatou, qui est data ingénieur, n'a pas forcément toute la connaissance du business dans son contexte Prime Video, ne sait pas que veut dire fin de droit, ou du moins comment ça, fin de droit. Est-ce qu'on a des programmes qui arrivent en fin de droit? Elle pose la question à Amadou de répondre. En gros, nous diffusions certaines séries sur la base de contrats qui ont des dates d'expiration. Il lui montre d'ailleurs un exemple. Quand on regarde sur Amazon Prime, on peut voir Prime Video. On peut voir une liste de programmes qui finit dans 30 jours. Donc, ce qui permet à Fatou de pouvoir avoir la compréhension business du besoin. Et elle peut avoir aussi d'autres questions pour vraiment comprendre précisément pourquoi il veut faire ça. Comment est-ce que ça fonctionnait déjà?
Pourquoi faire différemment que l'existant? Donc là, on a vraiment pas mal d'échanges qui sont faits entre Amadou et Fatou pour comprendre précisément le business. On a à gauche notre marketeur, Amadou, qui lui a une expertise métier. Il maîtrise vraiment le pourquoi du comment d'un point de vue business. Et à droite, on a notre data ingénieur, Fatou, qui n'a pas réellement l'expertise métier. Elle a plus l'expertise technique. Mais elle doit pouvoir comprendre. Pour répondre précisément aux besoins business, elle doit pouvoir comprendre le besoin d'un point de vue business et, bien sûr, d'un point de vue data. Pour comprendre le besoin d'un point de vue data, elle se dit, OK, j'ai compris le besoin business. Elle se pose la question, quel est le besoin data lié? Quelles sont les données dont j'ai besoin? Quelles sont les données nécessaires? Dans notre contexte, on a, par exemple, la date d'expiration de contrat pour toutes les séries. Si je veux envoyer une notification à un utilisateur parce que la série qu'il a vue arrive en fin de droit, il faut que je sache quand est-ce que la série arrive en fin de droit. Partie de données nécessaires. Si je veux connaître les utilisateurs qui ont déjà consommé cette série qui arrive en fin de droit, je dois avoir l'historique de consommation. Donc, OK, elle a déjà compris quelles sont les données nécessaires. Maintenant, elle regarde dans le catalogue des données qu'il y a, quelles sont les données en présence et quelles sont les données manquantes. En l'occurrence, elle constate qu'on n'a pas les données sur la date d'expiration du contrat pour toutes les séries. Et donc, là où elle devient utile, en réalité, c'est de pouvoir récupérer les données où on peut avoir la date d'expiration de contrat sur toutes les séries. Donc, voilà, vraiment, elle comprend à partir d'un besoin business, qu'est-ce qu'elle doit faire précisément en tant que data ingénieur pour répondre d'un point de vue data à ce besoin business-là. Son objectif, c'est de récupérer la date d'expiration. Donc, forcément, elle va regarder, elle va poser des questions par-ci, par-là pour comprendre où est-ce que je peux retrouver la donnée. Et elle fait déjà un schéma, juste sur papier, de se dire à quoi va ressembler mon DAG. Mon DAG va d'abord récupérer les données qui sont exposées via une API, qui est l'API donnée par l'équipe contrat, par exemple, et elle constate que les données ne sont pas bien formatées. Donc, il faut rajouter une étape de transformation, formater les dates, et par la suite, il faut écrire ces données-là dans une table. Peut-être la table existe. Si la table n'existe pas, il faut la créer. Si elle existe, il faut juste ajouter le champ nécessaire dans la table qu'on peut appeler Expiration Catalog. Donc, voilà. Donc là, elle a compris que je veux créer ce DAG-là, qui a ces étapes. Mais comment est-ce qu'elle fait? Pour récupérer les données via l'API, ce sera du code Python. On s'est dit, OK, je n'ai pas besoin de compute vraiment compliqué. Je peux le faire avec AWS Lambda. Pareil pour formater les dates ou encore pour écrire les données dans la table. Mais c'est Lambda qu'elle veut utiliser pour chacune des étapes. Comment est-ce qu'elle va les créer? Est-ce qu'elle va les créer à la main? Bien sûr que non. Vu qu'on parle d'ingénierie, on parle vraiment d'automatisation. Elle doit faire ce qu'on appelle de l'infrastructure as code. Je dis, ma Lambda, je ne veux pas la créer à la main, je veux la créer avec du code. Avec l'un des outils l'un des principaux outils qui permet de faire de l'infrastructure as code, qui est Terraform. Donc, elle peut déjà créer ses lambda avec du Terraform, mais la question est de se dire, est-ce que pour chacune des nouvelles lambda qu'elle doit créer, c'est à elle d'écrire le nouveau code pour Terraform, et est-ce que ces codes Terraform changent réellement entre deux lambda? La réponse est claire et nette, non. La seule chose qui change, c'est les accès de la lambda. La lambda a besoin d'avoir accès à quoi? Le code principal de la lambda, les variables d'environnement, des choses d'à côté qui ne sont pas propres au code Terraform. C'est aussi là qu'on voit l'importance de la data platform parce que là, le data ingénieur, en l'occurrence, Fatou n'a plus besoin de faire du Terraform en réalité. Elle doit juste fournir son code de lambda et dire voici mon code Python, voici les éléments autour, les variables d'environnement, voici les besoins en accès. Et hop, la plateforme permet de créer la lambda grâce à Terraform qui a déjà tout ce dont a besoin Fatou. Pareillement, on a créé les lambda, mais on veut pouvoir créer notre vrai DAG, on veut pouvoir l'orchestrer. Parce que là, ça reste un schéma de base, mais comment est-ce que je le fais dans Airflow? Si c'est Airflow qui est l'outil créé. Sur Airflow, tu peux créer des DAG en écrivant du code pour créer précisément tes DAG. C'est ce qu'on appelle pipelines as code. Donc, tu crées tes DAG avec du code. Mais entre deux DAG, le socle du code, le cœur du code, la partie core, ne va pas réellement changer dans un contexte d'entreprise.
On a une standardisation de comment est-ce que nous, on veut créer nos DAG. On a une standardisation de à quoi doivent ressembler les DAG, comment est-ce qu'on veut créer les dépendances. Donc, ce n'est pas à Fatou de se dire, je vais réécrire du code de Airflow. Elle va juste écrire une configuration qui va permettre à ces différents lambda de, justement, s'orchestrer avec Airflow. D'où encore tout l'intérêt de la data platform pour les cas d'utilisation dits à l'échelle. Donc voilà comment est-ce qu'on peut se mettre dans la peau d'un data ingénieur dans un cas très précis qui est présent dans plusieurs entreprises. J'ai pris le cas d'une plateforme de streaming, mais le data marketing se fait un peu partout. Maintenant, si on regarde mes conseils pour être data ingénieur, ils sont un peu des conseils plutôt globaux pour sa carrière. J'essaye de m'appliquer à moi-même. Donc, Steven Bartlett, qui est celui que j'ai défini au début comme personne avec qui j'ai envie de prendre un café, a défini les 5 sauts de la vie. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément lui l'initiateur de cela, mais on a d'abord ce que tu connais, on a ce que tu sais faire, ce que tu connais, donc ton réseau, ce que tu as et ce qu'il pense de toi. Donc, ce que tu connais correspond à tes connaissances. Les connaissances, lorsqu'elles sont appliquées, deviennent des compétences. Et lorsqu'on prend ces compétences, qu'on travaille avec d'autres dans plusieurs contextes différents, on se crée un réseau. On crée plusieurs personnes, on se crée un réseau. Et ce réseau et notre travail nous permettent de voir plus de choses. J'ai mis l'argent parce que c'est ce qui intéresse, mine de rien, les gens au fond, permettent d'avoir plus d'argent. Et l'argent aide souvent à avoir une réputation, pareillement que le réseau et sa façon même de mettre ses compétences en application pour avoir une réputation. On a très souvent tendance à vouloir très vite remplir notre seau numéro 4, donc l'argent, ce qu'on a, sans forcément passer par le premier, qui est ce que tu connais. Donc, investir dans ses connaissances, dans le premier seau, est l'investissement le plus rentable parce qu'il permet il y a des vases communicants. Si on investit dans ses connaissances, on peut avoir de meilleures compétences, on peut se créer un bon réseau, avoir de meilleures rémunérations et même une meilleure réputation. Donc, pour investir dans ses connaissances, moi, mes recommandations qui sont vraiment sur la base de mes expériences et des gens que je vois autour de moi, principalement chez Devoteam ou dans d'autres entreprises, on se certifie. On ne le dira jamais assez, les certifications aident à se vendre sur le marché. La certification n'est pas là pour dire que je suis un data ingénieur associé. Non, elles sont là pour dire que je connais toutes les technologies, toutes les compétences qu'un data ingénieur associé sont censés avoir. Je ne suis pas encore expert, mais j'ai la certification data ingénieur associé. Et surtout pour ceux qui débutent leur carrière, ça permet de prouver aux recruteurs que j'ai envie de me former, je sais me former. C'est tout l'intérêt de la certification. Là, j'ai vraiment mis les certifications que je recommande pour être data ingénieur. Donc, la data ingénieur associate, très bien, très, très bonne certification. Spark développeur associate, Spark qui est un outil qui est très utilisé en data. Terraform, IAC, on en a parlé. Et la solution architecture associate sur AWS. Bien évidemment, toutes les certifs qu'il y a sur AWS, vous pouvez très souvent trouver des équivalents sur Azure. Donc, n'hésitez pas à choisir vraiment le cloud provider que vous voulez. Ça n'a pas forcément d'importance. Certifiez-vous. Et moi, j'aime beaucoup aussi la lecture parce que ça permet d'avoir vraiment une vision complète d'un sujet. Quand on prend vraiment le temps de bien lire, forcément, on va oublier des choses, on va faire des erreurs après. J'en ai sûrement fait aujourd'hui. Et la lecture permet vraiment d'avoir un bon socle de connaissances. Il y a des livres qui sont très, très, très bien écrits. En l'occurrence, les maisons d'édition que je recommande, qui sont très recommandées dans la tech globalement, c'est Aurélie et Manning. 3 livres très importants pour un data ingénieur, selon moi. Donc, Fundamentals of Data Engineering. Il n'y a pas quelque chose à rajouter sur de quoi parle le livre. Software Engineering at Google, parce que un data ingénieur est un software ingénieur appliqué à la data. Donc, il faut pouvoir s'inspirer des meilleurs, Google. Et Data Mesh in Action, qui permet de comprendre quelles sont les problématiques présentes dans les contextes vraiment gros data et les problématiques futures et surtout comment les résoudre avec la notion de data mesh qui est aussi une nouvelle tendance actuellement. Hop. Donc voilà tout. J'ai
fait mon tour de présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai entendu des notifications à un moment dans le chat. Oui, il y a des notifications. Bah, bravo déjà, il y a plein de claps aussi. Donc, superbe présentation, Pierre-Ange. C'était vraiment top. Donc, je pense que tu dois voir les gens qui font des claps. Je vois, je vois les. En plus, ça fait Non, une animation pas mal. c'était vraiment très, très intéressant. Il y a une question d'ailleurs, en attendant que les autres posent des questions, mais il y a une question, je ne suis pas sûr que tu aies répondu à cette question de Seydou Barry. Tu me dis si c'est le contraire. À 22h42, qui demandait comment se positionnent les opérations de l'ETL par rapport au BI. Comment se positionnent les opérations de tel par rapport au BI? Euh, la BI consomme normalement les résultats des opérations de tel. Un data analyst ou un business developer consomme en fait les données qui sont générées suite aux opérations de tel. Il peut, lui, de son côté, sur la base de ses analyses métiers, définir qu'il y a tel ou tel besoin data pour pouvoir faire de la BI, de la bonne BI. Bah, il contacte le data ingénieur lui fait des opérations de TL pour avoir des données utiles à sa BI. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Excellent. Seydou, n'hésitez pas s'il y a besoin de rajouter. En tout cas, ça continue de faire des claps dans le meeting. Donc, bravo à toi. Je pense qu'il y a vraiment des passionnés. Je sais qu'il y a certains qui sont certifiés Databricks, d'autres qui sont dans tout ce qui est base de données. Et je pense qu'ils sont contents d'être là aujourd'hui et d'avoir tes conseils. Seydou dit OK. Bah, merci pour ta réponse. Donc, n'hésitez pas. Moi, juste en attendant, j'ai une question pour toi, Pierre-Ange, et je vois qu'il y a une autre question. Aujourd'hui, on parle beaucoup de générative AI. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui et je sais qu'il y a des use cases où tout ce qui est générative AI va aider les développeurs à être plus productifs, à aller beaucoup plus vite. Et quelque part, en fait, tout ce qui est data ingénieur, ça contribue aussi à, tu l'as dit, hein, à préparer le terrain pour les data scientists. Et moi, la question que je me posais, donc voilà, je ne sais pas si tu as une réponse à ça, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que Generative AI peut apporter ou apporte déjà au métier de data ingénieur? Voilà, en termes de productivité ou en termes d'accélération, ou est-ce que peut-être qu'il peut faire du Generative AI et plein de choses qu'ils font aujourd'hui, ça va aller beaucoup plus vite parce que ça va être généré par ces outils-là. Je fais partie des optimistes de la GenAI, je pense, et surtout pour les développeurs. Parce que la GenAI va vraiment permettre à tout développeur, que ce soit des data ingénieurs ou des software ingénieurs qui font du web, de pouvoir être plus productif. On ne va pas être remplacé par des robots, mais on va pouvoir mieux faire du code. On n'a pas besoin de faire certaines tâches qui sont répétitives. Je n'ai qu'à demander à ChatGPT de me faire ça très rapidement et ce qui me permet d'être un meilleur data ingénieur en fait. L'objectif est de rapporter de la valeur. Et de rapporter de la valeur, si je peux m'aider de copilotes, ce que j'utilise d'ailleurs pas mal, de Bedrock sur AWS, Amazon Q, je le fais. Pour moi, ça va vraiment aider tous les métiers du développement. Ce n'est pas forcément sur les métiers artistiques si c'est plus positif que négatif, mais pour les devs, je pense que c'est plus positif que négatif. Et tout le monde devrait commencer à travailler dessus parce que ça risque de devenir une compétence très importante. Parce que interagir aussi avec un chatbot, c'est simple pour des use cases basiques, mais il y a une intelligence aussi derrière à mettre pour mieux interagir, avoir de meilleures réponses. Excellent, effectivement. Donc, ça aide aussi. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va encore prendre une ou deux questions. On va essayer de ne pas trop déborder parce que voilà, c'est très intéressant. On pourrait garder Pierre-Ange encore des heures. Alors, il y avait une question de Ousseinou qui demandait quel est le rôle de Terraform dans le processus concernant la data. Donc, Terraform qui est un outil d'infrastructure as code. Donc, voilà. Et Pierre-Ange, quelle réponse tu peux apporter? Yes. Pour faire de l'ETL, on crée des ressources AWS. Et ces ressources qui sont créées sur AWS, deux possibilités. Soit on les crée à la main. À chaque fois qu'on veut les créer dans un nouvel environnement, il faut refaire la même chose à la main. Soit on fait justement de l'infrastructure as code avec Terraform. Si on crée à un moment une ressource AWS, Terraform est important. Et dans la data, on crée des ressources AWS, d'où l'importance de Terraform.
Excellent, merci beaucoup, Seynou. N'hésitez pas. Alors, on a Michel qui a deux questions et je sais que voilà, Michel était là depuis le début. On va prendre les questions, je les lis en même temps et puis on va s'arrêter ensuite. Alors, première question, pourquoi tu penses qu'il y aura 10 V pour le big data? Tu as parlé des 3 V, 6 V. Moi, à mon époque, déjà, il y avait 6 V. Maintenant, j'entends, oui, 10 V. Bon, peut-être, est-ce que c'était une blague ou pas? Mais voilà, première question. Un peu de... Ça, peut-être. C'était dans la blague, mais ça ne m'étonnerait pas, en fait, si ça arrive. Ok. Sachant que les 3 V, en réalité, répondent déjà aux 6 V. Juste que pour s'amuser, on aime bien créer des choses. Tu peux rappeler déjà les 3 V pour ceux qui... Premier, c'est volume, veracity et variability. Et les 3 premiers V qui sont existés. Ok. J'aurais rajouté valeur aussi parce que c'est important. Si on a beaucoup de data et qu'on ne tire pas de valeur de ça, c'est très dommage. On parle beaucoup de développement durable et de développement économique des pays en développement, surtout en Afrique. De quelle manière penses-tu que la big data peut améliorer leur trajectoire de développement? J'adore cette question. Bon, une question terminée, Pierre-Ange. Comment le big data peut aider les pays en voie de développement, tels que l'Afrique, par exemple? Pour moi, le big data peut déjà aider tous les pays et encore plus ceux qui ont plus de difficultés. D'après les critères. Le big data peut aider les pays dits en sous-développement, vu qu'on parle de développement, dans le sens où il peut permettre, sur la base d'analyse, de comprendre quelles sont les stratégies qui ont fonctionné déjà chez les autres. Ils n'ont pas les mêmes contextes que nous, mais comprendre quelles sont les stratégies qui ont fonctionné chez les autres, parce qu'on aura fait des analyses de données. On adapte ces stratégies à notre contexte, on fait du forecasting, du machine learning, donc toujours du big data, ce qui nous permet de meilleures stratégies. On s'inspire des autres, de leurs données. On fait déjà une bonne collecte de données chez nous, parce que c'est un point qui est quand même manquant chez nous. On fait une bonne collecte de données chez nous, on analyse l'existant chez les autres, leur passé, pour mieux définir, nous, notre futur. Pour moi, en analysant, en fait, ce qu'ont fait les autres, et on peut avoir une bonne stratégie. Ok. Donc ça peut nous permettre de prendre des décisions au niveau stratégique, d'avoir des insights. Totalement. Ok, très intéressant. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On a déjà dépassé de 18 minutes. En plus, c'est le dernier dimanche du cloud avant la journée du cloud. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous inscrire à la journée du cloud. C'est très, très important. On aura plein de superbes sessions comme celle de Pierre-Ange. La session, elle est enregistrée. Vous aurez le recording assez rapidement. J'ai partagé la chaîne YouTube, le Cloud Facile, si vous cherchez. Elle sera dessus. Et si vous êtes sur WhatsApp aussi, dans la communauté, on va vous partager ça. Donc, vraiment, merci à toi, Pierre-Ange. Merci à vous. On est monté jusqu'à 55, presque 60, je pense, ce soir. Donc, je pense qu'on va dépasser les 60. Donc, comme d'habitude, vous êtes au rendez-vous. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à nous partager vos feedbacks. Et j'ai envie de laisser le mot de la fin, du coup, à notre invité, cher speaker, Pierre-Ange. Le mot de la fin pour conclure. Formez-vous. J'adore. Vous avez entendu, formez-vous, quelle que soit la formation, data, cloud ou autre, formez-vous. Merci beaucoup, Pierre-Ange. C'était un plaisir de t'avoir ce soir. Plaisir partagé. Et n'oubliez pas, oui, d'aller écouter We Just Want to Know. Merci, Christian, pour ton rappel. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à bientôt à la journée du cloud le 29 juin. Et après la journée du cloud, on va recommencer les dimanches du cloud. Plus haut, plus fort et plus intéressant. Bonne soirée à vous, où que vous soyez. Bonne soirée, Pierre-Ange. Bonne soirée.